Bienvenue à cette nouvelle interview CIO, une série d'entretiens avec des responsables informatiques en Suisse romande, une initiative d'ICT Journal qui se fait grâce au soutien d'AlpICT et de Finova. Je suis Rodolphe Koller, rédacteur en chef d'ICT Journal, et aujourd'hui, dans le cadre de cette série, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Marguera, qui est chef du service informatique de l'entité neuchâteloise. Bienvenue Martine. Merci Rodolphe. Alors, Martine Marguera, vous avez rejoint ce service il y a quelques années, et depuis quelques années seulement maintenant, vous êtes à la tête de ce service. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre arrivée à ce service et la fonction préalable que vous aviez? Oui, alors il y a 2 ans et demi, j'ai rejoint l'État de Neuchâtel en tant que déléguée à la digitalisation. Il y a 1 an et demi, ma fonction de déléguée à la digitalisation a basculé, comme chef de service informatique de l'entité neuchâteloise. Alors, l'entité neuchâteloise, c'est comme une particularité de Neuchâtel, c'est Oui. que l'informatique, c'est pas seulement l'informatique cantonale. Non, c'est l'informatique cantonale effectivement, mais c'est aussi l'informatique de toutes les communes neuchâteloises, ainsi que d'autres, entités parapubliques. On couvre aussi l'informatique de la santé et des écoles obligatoires et post-obligatoires. D'accord. Et ça, c'est depuis quand que ça a été réuni? En 2019, il y a eu la fusion, entre le service informatique des communes, et le service informatique du canton. D'accord. En temps, donc, dans cette fonction préalable en tant que délégué numérique aussi, il y a eu l'élaboration d'une stratégie digitale qui après s'est traduite dans un plan directeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, cette stratégie digitale qui a été validée par le Conseil d'État en 2023, et qui, aborde, la démarche sous l'angle de 5 chantiers, champs d'action sur lesquels on travaille. Et puis on a repris ces différents champs d'action dans le schéma directeur des systèmes d'information qui s'échelonne de 2024 à 2029 et qui, déroule un certain nombre d'initiatives, dans ces différents champs d'action. D'accord. Et ces champs d'action, quels sont-ils? Alors, il y a le développement de l'administration, numérique, si je puis dire, donc améliorer les processus, de l'administration publique. Il y a tous les services, à nos citoyens également. Il y a un champ qui est dédié à la maîtrise des données, qui est un gros enjeu. Il y a les fondations, également et puis, l'éducation, donc la montée en culture du numérique D'accord, aussi également. bien des employés du canton que de la population. Oui, exactement. Très bien. Vous avez évoqué un chantier qui n'est pas, je dirais peut-être dans l'œil extérieur le plus sexy, mais qui est un chantier hyper important, qui est la transformation elle-même, les bases, je dirais, de l'informatique du canton. Alors, pour pouvoir après développer le numérique, il faut avoir une certaine façon de travailler. Quels sont aujourd'hui, typiquement, sur quels axes vous travaillez pour permettre que l'informatique du canton soit ensuite à même d'être, je dirais, plus innovante et de proposer davantage de services avec plus grande flexibilité? Alors je pense qu'un des gros enjeux d'une démarche de digitalisation, c'est, de s'inscrire dans la logique des flux d'informations qui sont, souvent, très transverses et qui ne sont pas forcément dédiés à un métier, en particulier. Et ça, d'un point de vue culturel, on n'est pas habitué à décloisonner les métiers et à s'inscrire plutôt dans une transversalité. Donc il y a un accompagnement des métiers qu'on doit assurer, mais il y a aussi, les bases légales qui doivent soutenir, toute la démarche, et il y a les architectures, que ce soit techniques ou les architectures, de solutions, et les processus métiers, qui doivent aussi, être adaptés ou être, ouverts et rendus plus transversaux. Toute cette démarche, nécessite des compétences en matière d'architecture d'entreprise qui doivent être renforcées, à tous les niveaux, toutes les couches de l'informatique. D'accord, donc nouvelles compétences. Et sinon, au niveau de l'organisation elle-même, le fait justement de vouloir avoir une informatique plus proche des besoins, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de renforcer, aussi la relation avec nos clients,
d'être plus à l'écoute de nos clients ou en tout cas d'être un acteur plus important en amont dans l'expression des besoins de nos clients. Ils ne sont pas forcément à même d'identifier quelle est la solution la plus adaptée pour répondre à leurs besoins. Donc, je pense qu'on doit, nous, en tant que service informatique, accompagner le client à ce niveau-là, dans la compréhension de leurs besoins, dans la modélisation des métiers, pour ensuite traduire ça en solutions informatiques qui soient les plus adaptées, les plus performantes et les plus sécurisées aussi. Euh, Ça il veut y dire a, qu'il y a de nouveaux rôles qui sont... il y a des nouveaux rôles qu'on doit effectivement mettre en place. Le business analyst, ça c'est un rôle qu'on connaît bien, mais je pense qu'on a besoin d'avoir des business analysts stratégiques. Ça c'est moi qui ai créé ce terme, mais qui ont cette capacité à comprendre un métier dans sa globalité ou voire même un écosystème dans sa globalité et puis à transposer ça dans une modélisation de processus et de solutions. Quand vous parlez des clients, donc c'est à la fois, quand vous dites métier, donc c'est j'imagine l'éducation, la santé, etc. Et c'est aussi les communes. Exactement, c'est tous les services d'une administration cantonale ou communale. Chaque service a des métiers. On a la police, le service des contributions au niveau cantonal, mais dans les communes, on a aussi un certain nombre de services pour lesquels on doit comprendre leurs enjeux et leurs besoins. D'accord, vous avez dit donc depuis quelques années, donc l'informatique du canton a été réunie avec celle des communes. Aujourd'hui, cette intégration, elle est achevée, elle est en cours, vous diriez ou... Elle est tout à fait en cours. Oui. C'est un travail de longue haleine. Je pense qu'en 2019, ça s'est fait très vite et on a un peu posé les deux services informatiques côte à côte, puis on leur a dit de travailler ensemble. Donc, les services ont continué à travailler selon leurs habitudes, mais il n'y a pas eu un travail de fond d'harmonisation des manières de travailler ou même de l'organisation. Donc, on a aujourd'hui une redondance dans certaines compétences ou certaines activités, même au niveau des solutions qu'on propose. Aujourd'hui, on propose plus de 600 solutions. Ce qui est beaucoup trop. Donc, on doit aussi harmoniser et standardiser les technologies qu'on propose et qu'on maîtrise. Voilà, donc c'est un travail je dirais, qui démarre. D'accord. Alors, parlons un petit peu de différents chantiers. Un chantier, je dirais, aux enjeux importants, parce qu'il est à la fois transverse, ça concerne tous les collaborateurs de l'État, et puis aussi parce qu'il y a des enjeux dont on parle au niveau de la donnée, c'est le passage quasi obligé, plus ou moins sous pression du fournisseur, à Microsoft 365. Alors, où est-ce que vous en êtes dans ce projet? On est en retard, mais on avance. On termine la phase d'analyse et la définition de la feuille de route, de la manière dont on va déployer cette migration auprès de l'ensemble de nos utilisateurs. C'est Effectivement, combien l'utilisateur? c'est Environ. 22 000 utilisateurs au niveau hors éducation. Ok, Et puis, donc, on a encore fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et donc, on a... pour moi, il est évident qu'on ne peut pas déployer cette solution en enlevant des fonctionnalités. Il faut aussi que cette migration apporte une plus-value pour l'utilisateur. Et effectivement, dans cette technologie, les plus-values, c'est-à-dire les fonctionnalités de collaboration entre les collaborateurs ou les éléments de mobilité qui permettent d'accéder aux outils et aux documents via un smartphone ou à distance, en télétravail par exemple. Ces fonctionnalités-là font appel au cloud. Ce qui est un enjeu, particulièrement pour une administration publique, en matière de protection des données, effectivement. Donc, il fallait qu'on réfléchisse à une stratégie de déploiement qui permette de mettre à disposition certains de ces outils, peut-être pas tous, moyennant une gouvernance et un cadre légal et technique qui nous permettent de
mitiger les risques associés à l'ouverture vers le cloud. Donc, on est en train de définir une stratégie qui nous permettra d'avancer par petits pas. Microsoft met à disposition un certain nombre d'outils aussi qui permettent de canaliser ou de sécuriser l'accès au cloud. Mais chacun de ces outils a un coût et à l'échelle d'une administration, d'un service tel que le nôtre, ces coûts sont énormes. Donc on doit avoir une analyse qui est un peu propre à chacun des clients pour identifier jusqu'où on ouvre vers le cloud en fonction des contextes métiers. D'accord. Et au niveau du cadre, donc, de la donnée, de la gouvernance des données, donc c'est en parallèle, en fait, que vous développez ce cadre. Oui, la maîtrise des données, c'est un sujet sur lequel on a aussi beaucoup de retard. Et donc, dans un monde idéal, on aurait dû commencer par là et mettre en place une gouvernance des données bien établie avant d'initier cette migration. Pour des raisons de timing, on ne peut pas se permettre. Donc, on va mener effectivement ces deux démarches en parallèle. On a initié une analyse de comment entreprendre cette gouvernance des données. Un des enjeux pour moi importants, c'est de ne pas amener une surcharge de travail à nos utilisateurs métiers qui, eux, sont maîtres et propriétaires de leurs données. Donc, ils ont un rôle important en termes de responsabilité vis-à-vis de leurs données. Et on doit leur permettre de prendre cette responsabilité et prendre la conscience de ce rôle sans ajouter une charge de travail conséquente, parce que sinon, il y aura une opposition forte et donc on n'arrivera pas à avancer. Donc il y a cet enjeu-là. Et c'est ce qui a déclenché ou qui nous a incité à faire cette analyse pour comprendre comment déployer une gouvernance des données de manière... Maintenant, comme je le disais, ce genre de projet, aujourd'hui, on voit, il n'y a pas que le canton de Neuchâtel qui est concerné, il y a d'autres cantons. Est-ce que vous partagez, vous collaborez avec vos collègues des autres cantons, notamment romans, dans le domaine, puisque chacun est, je dirais, embarqué un peu dans les mêmes réflexions? Oui. Alors, on discute beaucoup sur ces sujets, mais je trouve assez intéressant de voir qu'il y a vraiment... c'est une question aussi un peu philosophique, parce que les approches sont très différentes d'un canton à l'autre. Il y a des cantons qui ont décidé de foncer de manière assez directe et d'autres cantons qui sont qui ont une approche beaucoup plus prudente. Donc, il n'y a pas vraiment de démarche commune, mais il y a beaucoup d'échanges et je pense que c'est intéressant aussi de percevoir les perceptions de chacun. Vous avez parlé aussi au début, donc, au niveau de la stratégie numérique, de l'importance de mettre des services à disposition des citoyens. Neuchâtel a été assez pionnier avec le guichet unique. Aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution de ce guichet? Alors, il arrive, le guichet tel qu'on le connaît aujourd'hui, d'un point de vue technologique, va bientôt prendre sa retraite. On doit effectivement le renouveler d'un point de vue technique. On s'est approché de l'association eGov Portal, qui est une association entre plusieurs cantons, une dizaine aujourd'hui, qui ont mis en place... Il y a des cantons romans dedans. Oui, c'est à l'initiative du canton de Fribourg et du Jura au départ, qui ont mis en place un socle commun avec la possibilité de développer des prestations de manière indépendante ou en commun. Et les prestations qui sont développées de manière indépendante peuvent être aussi mises à disposition des autres cantons. Mais le cœur est développé de manière centralisée. Ce que je trouve vraiment intéressant comme concept, finalement, ça permet aussi de dégager du temps et de l'énergie pour chacun des cantons pour gérer ses priorités en termes de prestations, métiers. Donc, si je vous comprends, vous dites, OK, on a été pionnier, mais cette technologie commence à dater, et donc vous envisagez de passer plutôt... Oui. OK. On est en discussion, on va adhérer à l'association eGov Portal début de l'année prochaine pour participer déjà aux réflexions, aux discussions. Eux-mêmes sont aussi en réflexion pour faire évoluer leur plateforme.
Donc ce n'est pas forcément le bon timing pour migrer sur la plateforme qui est aussi en train d'évoluer. Néanmoins, on va démarrer les réflexions avec eux. Il y a un gros enjeu chez nous de migrer toutes nos prestations existantes. On a plus de 200 prestations aujourd'hui existantes à Neuchâtel et on veut les récupérer évidemment. Donc il y a tout ce travail de migration, ce qui n'avait pas été le cas pour les autres cantons qui ont rejoint eGovPortal et qui ont démarré de zéro. Donc ça, c'est un peu l'enjeu qu'on a aujourd'hui, qui va s'échelonner dans les 2-3 prochaines années. D'accord. Et sinon, est-ce que vous avez, je dirais, eGovPortal mis à part, vous avez des projets aujourd'hui de collaboration avec d'autres cantons au niveau des, je ne sais pas, de s'échanger des prestations ou, On travaille avec d'autres cantons sur des développements de solutions métiers. Ok. Le logiciel de la police, par exemple, on travaille avec le Jura. On a la même solution et qui va être également renouvelée et on travaille avec eux sur le projet d'identification de la solution cible. Dans le domaine des contributions aussi, on discute avec le canton du Valais pour mettre en place des solutions en commun ou d'aller dans la même direction. Et de manière générale, pour l'ensemble des solutions qui sont amenées à être renouvelées, on va privilégier une solution du marché ou une collaboration intercantonale plutôt que de développer notre propre solution. D'accord. Au niveau de l'éducation, vous avez dit que vous parliez du nombre de collaborateurs. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup de collaborateurs dans l'éducation. Oui. Est-ce que vous avez des projets de ce côté-là? Oui, énormément. Il y a tout le projet, le programme, si je puis dire, d'éducation numérique qui a démarré déjà depuis quelques années et qui évolue d'année en année. On a un projet aujourd'hui de refonte d'un portail qui est dans le domaine de l'éducation, de l'école obligatoire, qui est le portail d'échange entre les enseignants, les étudiants et les parents. Donc, qui permet les étudiants accèdent aussi à du matériel pédagogique sur ce portail. Il y a des informations aussi pour les parents. Notamment, il y a aussi des sensibilisations à l'intelligence artificielle, par exemple, de la matière qu'on peut trouver en libre service pour... Mais c'est aussi utilisé au quotidien, je veux dire, je ne sais pas, est-ce que c'est aussi ce même portail qui sert aux professeurs pour échanger, je ne sais pas, les exercices Oui, ok, exactement. d'accord. Donc, il y a en fait un mode, il y a une partie Internet ouverte à tous et une partie intranet pour tous les étudiants et les professeurs. Et ce portail doit aussi être renouvelé pour des raisons technologiques. La plateforme n'est plus supportée. Et donc, cette réflexion, on a intégré l'école post-obligatoire dans la réflexion pour essayer d'élargir le parcours de l'apprenant qui passera de l'école obligatoire à l'école post-obligatoire et d'avoir une réflexion plus transversale au niveau de cette plateforme et de son parcours. Une dernière question. Vous avez parlé donc du portail, du guichet numérique. Là, on parle d'un autre portail. Aujourd'hui, il y a une sorte de login unique pour la population. Comment ça se passe pour se connecter à tous ces services? Non, pas du tout. On attend l'EID fédéral avec impatience. Le guichet unique, on a notre propre login. On a fait modifier la loi dans le cadre du schéma directeur des systèmes d'information. Donc l'année dernière, on a intégré la modification de notre loi sur le guichet unique pour permettre l'ouverture à d'autres identités reconnues, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc on prépare le terrain pour pouvoir intégrer l'EID, mais aussi d'autres identifiants potentiellement pour simplifier la vie de l'utilisateur. Aujourd'hui, l'utilisateur il a un identifiant pour son guichet unique et un autre pour son dossier électronique du patient, par exemple. Donc, on va gentiment converger vers une simplification pour l'utilisateur. Très bien.
Merci beaucoup Martine. Merci Rodolphe. Merci de nous avoir suivis. Je suis Rodolphe Koller. C'était une série d'interviews avec le soutien d'ICT Journal, d'Alpacity et de Finova.